Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast des CSF. Donc, on a comme invité aujourd'hui Philippe Goyer. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir. Excellent, ben oui. Philippe, c'est quelqu'un que je connais depuis quand même beaucoup d'années. Donc, je suis très content que tu sois sur le podcast avec nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler un petit peu de qui t'es, en fait? Oui, dans le fond, Philippe Goyer, ça fait 6 ans, 7 ans que je suis dans le domaine. Je suis père de 2 enfants, je cours des marathons, des triathlons. Je suis quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, très actif, aussi au niveau sportif. Quelqu'un qui est très impliqué au niveau philanthropique aussi. Puis c'est à peu près tout qui vient sommer, en quelques mots qui je suis. Excellent. Puis de ton côté, peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu as commencé dans l'industrie de la finance? Oui, fait que dans le fond, ça faisait à peine 6 mois que j'avais déménagé à Québec. Je suis quelqu'un de Montréal, puis j'étais approché par quelqu'un des IA, puis j'ai embarqué tout de suite avec IA. J'ai fait mon école là-bas, mais j'ai vite aussi compris que tant qu'à bâtir une clientèle pour quelqu'un d'autre, je voulais me le bâtir par moi-même. Ça a été un peu plus difficile le début parce que je rentrais dans un nouveau réseau que je connaissais personne. Fait que le fameux faire tes listes de 100 puis aller faire de la prospection, mais ça n'a pas eu lieu. J'ai tout de suite goûté qu'est-ce que normalement quelqu'un va goûter après 6 à 8 mois dans le domaine. Fait que je me suis dit, avec tous les efforts que je mets, tant qu'à le faire pour une boîte que finalement je vais être obligé de rester là, ou je vais être obligé de perdre le travail que je fais, mais je vais aller dans le courtage indépendant tout de suite. OK, OK. Puis comment que ça s'est passé? T'as quitté le réseau carrière après combien de temps? Après 4 mois, j'ai fait mon stage puis j'ai quitté. OK. Puis comment que ça s'est passé, ta transition au début dans le courtage? Est-ce que t'as... Je te dirais qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de boîtes ou d'agences générales qui offraient beaucoup de support pour les nouveaux. Je te dirais que souvent, mais c'était du monde qui avait 2 3 ans d'expérience qui allait dans le courtage. Donc, j'étais vraiment laissé à moi-même. Ça a pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie pour être capable de bâtir quelque chose. Euh, Tu sais, je faisais des formations, mais j'étais toujours un peu le lone wolf dans la gang. Jusqu'à temps que je vous rencontre, évidemment. Mais c'est ça. Fait que c'est toujours un peu le lone wolf. Puis c'est là que j'ai réalisé que, tu sais, même si on est toutes, on a toutes nos clientèles, puis on est tous des compétiteurs, mais on peut quand même avoir une équipe, puis avoir du monde qui nous entoure, qui nous aide à propulser, puis avancer nos activités. 100% d'accord. C'est un point aussi que je trouvais qui était dans beaucoup d'agences générales, ben, tout le monde est laissé par eux-mêmes. Il n'y a plus vraiment tu sais, d'entraide, d'activité, tu sais, de mastermind. Tu sais, juste le fait d'être en contact avec plein d'autres conseillers à succès, ben, ça permet vraiment beaucoup d'être en mesure de partager du savoir, peut-être capable d'avancer plus vite. Donc, je suis tout à fait en accord avec toi là-dessus. Oui, vraiment. Puis tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, je pense qu'on en parle assez souvent aussi. C'est pas parce que je te donne ma recette que tu vas venir piquer puis tu vas venir jouer dans mes plates-bandes. Tu es une personne complètement différente. Tu vas le reniper à ta manière. Fait que là, de dire qu'on est X nombre de conseillers dans une population de 8,5 millions, je pense qu'on est capable de partager nos succès sans nécessairement avoir peur que cette personne-là vienne jouer dans nos plates-bandes. À 100% d'accord. Puis le point qui arrive, c'est souvent, on va enseigner des stratégies, des méthodes, puis combien il y a de gens réellement qui vont les appliquer dans leur vie? Presque pas. Mais c'est faut essayer un peu de que les gens tu sais, sortent de leur zone de confort continuellement. Comme hier, j'étais invité au congrès de l'assurance. Puis pour moi, de mon côté, faire des présentations sur un stage, c'est pas, disons que c'est quelque chose qui me stresse. Puis j'ai eu plusieurs moments que j'avais presque envie, des fois même, d'abandonner puis de dire, OK, je vais laisser tomber l'événement. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui abandonne. Fait que, tu sais, c'est hors de question que j'écoute ma petite voix qui me dise de ne pas aller de l'avant. Mais finalement, j'ai fait l'événement, ça s'est bien passé. Puis même si l'équipe technique avait oublié de mettre ma présentation, j'ai fini d'après moi à faire vraiment une excellente présentation quand même. Euh, mais c'est un peu la façon que moi je dis toujours aux gens, sortez de votre zone de confort. Là. Si vous faites quelque chose qui est facile, chaque jour après jour, comment vous voulez évoluer? Chaque jour devrait être une journée que vous faites des choses différentes, que vous sortez de votre zone de confort. Puis c'est là que tu peux aller chercher du succès incroyable.
Oui, effectivement, sortir de la zone de confort, puis je te dirais, avoir fait tes conférences dans le passé, tu toujours un peu le goût de dire: «Ah, tu sais, ça passe jamais. Ça passe jamais ces feelings-là avant d'embarquer sur la scène puis faire une conférence ou livrer une conférence». Mais effectivement, pour sortir de la zone de confort, faut pas avoir peur, puis tu sais, il faut foncer. Il faut continuer de foncer. Puis, tu sais, moi, je dis souvent, on sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire, on l'applique pas. De le savoir, c'est le 10%, le 90, c'est de l'appliquer. Puis on a bien beau dire, toutes les stratégies de comment le mettre en place, faut juste mettre un pied de l'avant puis le faire. À 100%. Puis maintenant, tu as quand même fait un virage dans ta business. Au début, tu étais plus dans le conseil individuel. Maintenant, tu t'occupes d'une équipe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu où tu es rendu dans ta vie puis dans ta business? Fait que moi, dans le fond, tu m'aurais parlé il y a 1 an, puis j'aurais dit: «Je veux 20 millions de suggestions, un adjoint ou 40 millions de suggestions, un adjoint, that's it». Puis avec le temps, j'ai réalisé que j'ai toujours voulu faire un impact dans l'industrie, mais je pouvais potentiellement le faire à une plus grosse échelle en finalement ouvrir une boîte, ouvrir un cabinet que je pourrais recruter, puis bâtir une équipe. Donc ça fait, depuis le mois de janvier qu'on a une équipe. On est rendu à 9 ou 11. On en a d'autres qui embarquent aussi. Je fais beaucoup de stages. J'ai fait 4 stages à date, mais tu vois le monde que j'ai fait les stages avec, mais encore là, tu sais, c'est du monde qui ont de l'ambition, c'est du monde qui veulent, puis ça paraît. Puis d'être bien outillé, mais tu sais, je pense que c'est ça la conversation qu'on a eue au début, c'est si moi j'avais eu la structure en tant qu'indépendant, au début, en partant de chez IA, je serais 10 ans, je serais 5 ans plus avancé que je suis présentement. Fait que si je suis capable d'offrir ça à des conseillers, mais ça va leur permettre de faire la même chose dans les maisons, dans les foyers de leurs clients, puis ça va permettre une harmonie dans l'industrie. Moi, c'est quelque chose que je parle depuis le début. Moi, la fameuse, on est des conseillers financiers qui arrivent avec des mallettes, puis on est là pour vous vendre un tapis ou vendre des assurances-vie. C'est pas une stigma que j'aime, c'est un stigma que je veux changer. Puis c'est en bâtissant une équipe, puis en s'entourant de gens qui ont les mêmes principes, mêmes valeurs, qu'on va réussir à faire un impact comme ça dans l'industrie. Ouais, je te suis à 100% là-dessus. Exactement la même chose pour moi. C'est de l'impact. Puis au début, ben, c'était OK, je veux tel objectif de grosseur de boucle, vente, etc. Mais à un moment donné, je me suis levé un matin, puis j'avais envie d'aider le suivant, le prochain, à partager les connaissances que j'ai acquises, puis plus être dans un modèle qui est plus participatif, sur l'entraide, que les gens peuvent gagner de la croissance d'entreprise, et non que ce soit une compagnie d'assurance qui détient l'agent général ou des familles de longue date, etc., que normalement préservent l'équité dans la famille. Moi, je me dis, mais les conseillers qui font partie de l'équipe avec nous sont la famille. Donc, on y va dans une approche qui est plus, vraiment plus humaine et équitable pour que tout le monde puisse peut-être gagner à long terme. Oui, oui, c'est exactement, exactement. Puis je pense qu'on va tout plus loin quand on s'entoure de gens qui ont les mêmes valeurs et les mêmes missions que nous. Fait que, Puis de ton côté, c'est quoi les plus gros défis que tu as surmontés dans ta carrière? Puis c'est quoi que tu as fait pour être en mesure de, de pallier ces problématiques-là puis de les régler? oui. Je pense que, une problématique qui est très, très, récurrente dans notre domaine, c'est le cash flow, puis c'est la fameuse la roue, le cycle. Quand on débarque du cycle, mais ça peut être dur d'en rembarquer dessus. Fait que moi, il y a quelques années, mais j'ai décidé de plus prendre de vacances ou pas prendre d'autant de vacances. Là, cette année, j'ai pas pris de vacances pour être capable de vraiment embouter le cycle. Puis c'était vraiment, tu sais, j'avais une job à temps partiel pour arrondir les fins de mois, certains mois, parce que je me disais: «Bon, mais ce mois-là va être un peu plus dur au niveau du cash flow». L'argent rentrait, mais elle rentrait toujours plus tard vis-à-vis certaines circonstances, la tarification des délais de transfert et tout. C'est quand j'ai choisi de vraiment brûler le pont, de vraiment pas avoir un pied dans un bateau, chaque pied dans un bateau, mais de complètement brûler puis embarquer à temps plein, dans le courtage. C'est là que j'ai commencé à avoir l'impact. Pourquoi? Parce que là, la roue, elle allait plus vite. Je faisais plus de rencontres. Fait que là, c'était plus facile de venir gérer le cash flow. Puis je pense que, comme je te dis, c'est un enjeu qui est très courant dans le domaine des conseillers. C'est la roue. Tu sais, tu fais des rendez-vous cette semaine, ils vont rapporter dans 6 à 8 semaines. Fait que si cette semaine, tu fais pas d'activité, mais tu vas y goûter juste dans 6 à 8 semaines. Fait qu'on le voit pas là, mais quand on le voit plus tard, puis on est capable de réaliser, mais c'est à cause qu'il y a 6 à 8 semaines, j'ai fait moins d'activité. J'étais malade, j'étais allé en vacances. Mais c'est là que tu vois l'impact de bon, mais
on met toujours des actions en place. Puis même si on n'a pas de résultats cette semaine, si on met des actions, mais ce creux-là, dans 6 à 8 semaines, mais on ne l'aura pas. Parce qu'on va être capable de booker nos prochaines semaines. On va être capable de booker nos prochains deuxième, troisième rendez-vous. Ok, ouais, mais c'est vrai, c'est de toujours être en action. On est vraiment dans un domaine que nos efforts prennent un certain délai avant de payer. Donc, on doit continuellement être dans l'action, jamais arrêter, puis se créer une roue qui continue à cause que partir une roue, c'est difficile au début, mais un coup que la roue tourne, elle tourne, ça va bien. Donc, c'est de la partir. Un coup que c'est parti, après, ben, ça l'avance, puis c'est la méthode pour être capable de réussir. De ton côté, tu as travaillé beaucoup sur développer une image de marque, une présence publique. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce point-là en termes de ta stratégie que tu emploies? Oui. Fait que moi, je suis quelqu'un qui est fort sur le personal branding, puis qui est fort dans l'aspect communauté. Moi, je suis quelqu'un qui va primer les confiances puis les relations humaines vis-à-vis des transactions. Fait qu'en faisant ça, mais avec le temps, mais j'étais très actif sur les réseaux sociaux, je me suis bâti un nom. Par contre, si tu remarques, mais mon nom puis mon image sur les réseaux sociaux, c'est pas en termes de vente. Je vends pas de produits, j'ai pas d'hyperlien pour aller chercher du trafic. C'est vraiment dans le formule d'éducation. Est-ce que je peux dire que ça a un ROI? Non. Est-ce que je peux dire combien que ça convertit en tant que client? Non. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que des fois, je vais publier quelque chose, puis finalement, j'ai quelqu'un, Hey Phil, j'ai vu ton vidéo, ça fait du sens, on se book sur un rendez-vous. C'est du monde que je connais déjà, mais j'ai tellement créé de confiance au niveau de l'intégrité, puis au niveau de d'autres aspects, que mais quand je vais dans des soirées réseautage, mais il y a certaines personnes qui me connaissent par rapport à ça, puis ils voient que je suis pas là pour tout de suite leur vendre quelque chose avec une mallette pour vendre un tapis. Non, je suis là pour écouter, avoir des belles conversations, établir de la confiance. Puis moi, je suis quelqu'un qui prime vraiment la confiance. Parce qu'on n'achète pas le produit, on achète la personne. Puis quand on est capable de vraiment créer un lien de confiance, c'est à ce moment-là qu'on est capable de finalement vendre n'importe quoi. Puis rendu là, c'est pas une vente. C'est une relation d'affaires qui peut être bénéfique des deux côtés. Ah, mais ça, c'est un point que j'ai vu qui était quand même assez unique de ton côté. Je vois, c'est une bonne façon de voir les choses. C'est sûr, comme tu disais, ça peut prendre des fois plus de temps avant d'arriver au résultat. Ben, c'est pour ça que tu mixes un petit peu les différentes sources pour être capable, dans le fond. Mais tu sais, c'est une création, tu fais une création d'image de marque. Tu sais, c'est excessivement long. Même nous, pour notre podcast, on doit quand même avoir fait, vraiment, on doit avoir eu au moins un minimum plus que 100 vidéos, qui sont publiées une vidéo par jour. Puis on a encore une audience qui est pas du tout massive, mais c'est vraiment de continuer. On a peut-être un 1000 personnes par jour dans nos nouveaux vidéos qui sont regardées sur les différentes plateformes. Peut-être après ça, dans le différé, il y en a d'autres qui les regardent également. Mais on voit quand même que mois après mois, ben, plus qu'on continue d'être constant puis qu'on avance, ben, on a de plus en plus d'auditeurs mensuels qui nous écoutent. Ouais, c'est ça. C'est mon impression à moi, avant que le podcast soit vraiment tu sais, reconnu dans toutes les conseillers en sécurité financière, ça va peut-être prendre 1 an et demi, 2 ans, peut-être même avant que le fruit soit récolté. Oui, effectivement, effectivement. Puis, tu sais, puis des fois, je me dis, tu sais, si j'avais à recommencer, je le ferais peut-être pas de la même manière. Parce qu'on va se dire les vraies choses. Les réseaux sociaux, ça prend du temps. Moi, j'ai fait beaucoup de formations de marketing, beaucoup de formations. Puis, tu sais, chaque personne qui travaille dans le marketing va dire, pour chaque plateforme, c'est à peu près c'est à peu près 4 à 6 heures par semaine d'entretien. Fait que si tu as un Facebook, un TikTok, un Instagram, un LinkedIn, mais tu es à 20 heures semaine en entretien de réseaux sociaux, que tu n'es pas capable de calculer un ROI. Fait qu'il faut être capable de dire, bon, mais ça vaut la peine, je vais faire mon image de marque, mais il faut quand même que je fasse les activités qui vont rapporter. Tu sais, les podcasts, les vidéos, je fais ça par plaisir. Ça l'aide. Mais tu sais, là, de dire que je fais uniquement ça pour aller chercher des leads, je ne mangerai pas. Non, c'est ça. Tu sais, des fois, on voit certaines personnes qui vont vraiment réussir à un haut niveau. Mais tu sais, c'est des cas d'exception, là. C'est le même principe qu'une personne qui est sur YouTube, un YouTuber ou une personne qui devient une star de télé. Ben, tu sais, il y a des gens qui l'ont naturellement puis qui vont chercher un résultat massif dès le départ. Ou d'autres qui vont vraiment, avec arrache-pied, avec effort continu, ben, vont finir par réussir. Mais moi, de toute façon, tu sais, le but, là, c'est que je peux juste influencer avec mon podcast positivement
un conseiller par jour, ben ma mission va être faite, tu sais, c'est une personne à la fois, puis on finit après ça par avoir du changement, puis justement un peu démocratiser que tout doit rester pour nous, puis qu'on n'est pas là pour aider. Ben, tu sais, au contraire, ben, si on démontre qu'on est là pour aider, ben, ça va développer une mission, peut-être que d'autres gens vont aussi penser comme lui. Ouais, exactement. Puis tu sais, si je peux abouter un peu là-dessus, tu sais, personnellement, moi, je suis quelqu'un qui prime la qualité vis-à-vis le volume, autant avec mes clients qu'avec mes conseillers. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner avec ça, c'est que j'aimerais mieux prendre un jeune, l'aider à économiser pour sa première maison, vendre les assurances pour sa première maison, après ça, être là pour ses enfants, les rires et tout. Fait que là, je suis mon client pendant une longue période de temps, puis j'établis une bonne relation. Mais avec mes conseillers, c'est la même chose. Si j'en ai 10 qui rentrent à chaque année, c'est de l'entretien, c'est de la gestion, puis que finalement, il y en a sur les 10, il y en a 8 qui partent après un an ou deux, mais c'est pas rentable en tant que temps, puis c'est pas le fun en tant qu'humain. Fait que si on prime les relations long terme, et là, je vais te donner je vais donner tout que je peux te donner pour te voir réussir, puis on en jasera dans 5-10 ans autour d'une table, puis on va rire du début. Pourquoi? Parce que là, on prime les relations, on prime l'intégrité, puis on veut réellement voir ce monde-là avoir du succès. Parce que si cette personne-là a du succès, mais nous autres, en contrepartie, on en a aussi. Parce que nous autres, on continue d'évoluer aussi. Pour être capable de continuer de mentorer ou coacher des conseillers qui sont en croissance, mais nous autres, on est évidemment en croissance aussi. Mhm. Je crois que ça a totalement du sens. Puis, de ton côté, ça serait quoi les meilleurs conseils que tu donnerais à un conseiller en sécurité financière avec tout le recul puis l'expérience que tu as acquis? Si Ouais, ça peut être bizarre, mais je te dirais, je vais essayer de limiter ça à 2, mais tu sais, je te dirais, si tu le fais à temps partiel, fais le saut le plus vite possible. Ça, ce serait mon premier conseil. Puis le deuxième conseil, tu sais, c'est un domaine qui est très volatile. La motivation, elle part puis elle revient. Il y a des semaines que ça va mal, il y a des semaines que ça va bien. Mais la motivation n'est pas quelque chose qui reste. C'est la discipline, la rigueur, puis la consistance. Donc, continuez de mettre les actions jour après jour. Continuez de prendre le téléphone. Moi, j'ai une règle. À chaque jour, j'appelle 10 entreprises, 10 références, puis 10 personnes dans mon réseau. Entre autres, des autres activités que je fais. Mais si tu fais ça à tous les jours, il n'y a aucune raison que tu ne vas pas avoir du succès à court terme, à court, moyen terme, parce que les actions sont là. Puis les actions en volume, mais comme l'investissement, cumulatif, avec l'intérêt composé, mais ça va aboutir, puis ça va aboutir beaucoup plus vite que si on suit uniquement sa motivation. Aujourd'hui, je suis motivé, je vais faire 100 appels. Ah, pendant 3-4 jours, je ne suis pas motivé, je n'en fais pas. Mais c'est de développer une habitude. Tu sais, on dit que quand ça fait plus que 30 jours que tu appliques exactement la même habitude, après ça, pour toi, ça va être un no-brainer, là. Tu sais, un exemple qu'on donnait, ben, c'était quelqu'un qui pouvait juste, si on veut vraiment quelqu'un de visuel, puis on dit mon objectif, c'est de faire 50 appels par jour, mais tu mets deux petits pots sur ta table, tu mets des trombones, fait que t'as tes 50 trombones d'un côté, puis chaque fois que tu fais un appel, tu mets une trombone dans le verre. Puis là, tu te dis, ben, chaque jour, il faut que les trombones se transvident dans l'autre. Puis c'est juste d'être constant, puis de vraiment toujours le faire. Toi, si tu te dis, ben, c'est 10 10 10 ben, c'est sûr que là-dessus, tu vas te trouver des rendez-vous, tu vas avoir des contacts, tu vas faire de la business. Fait que ça, j'adore ce point-là. C'est les points qu'on essaie d'enseigner dans nos équipes constamment. Oui, puis dernière petite chose que je peux rajouter, vu que je suis vraiment quelqu'un qui base sur les relations humaines. Tu sais, souvent, on va parler d'activités de réseautage et tout. Moi, je vous donne un de mes exemples personnels. Moi, j'aime courir, j'aime les marathons, j'aime les triathlons. Je me suis entouré de gens qui aiment les mêmes choses. Quel type de gens que je retrouve à ces événements-là? Mais du monde qui sont disciplinés, qui ont la rigueur, puis qui ont quelque chose en commun avec moi. Ils ont la passion pour courir, faire ça. Mais mon but d'arriver là-bas, c'est pas de leur solliciter, c'est de créer un lien de confiance. Mais par la suite, ces personnes-là sont beaucoup plus importantes pour moi en tant que référent qu'en tant que client. Je ne veux pas les brûler en essayant de leur vendre quelque chose. Au contraire, je vais leur côtoyer 8-9 fois dans l'année. Ils vont apprendre à me connaître. Mais eux autres, la première réflexion qu'ils vont avoir quand ils entendent quelqu'un de leur entourage, c'est Hey, je connais quelqu'un dans mon club de nage, dans mon club de course, qui est conseiller financier, tu devrais le voir. Fait que des fois, c'est juste faire la nuance entre ça, c'est un bon partenaire et référent, et ça peut être une bonne transaction. Puis j'imagine qu'il y en a qui viennent vers toi naturellement, qui demandent de clients sans que tu le demandes. Mais il faut aussi
Tu sais, dans le fond, on en parlait justement tantôt, ben, il faut aussi des fois rajouter aussi un petit mix, d'être capable de mettre un petit peu euh, un peu d'eau dans le feu. Oui, 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 exactement. Ça, c'est mon challenge. Ça, c'est mon challenge depuis que je suis rentré dans le domaine. Je suis pas quelqu'un qui veut pousser. Je suis quelqu'un qui veut créer des choses pour que le monde vienne vers moi. Mais évidemment, c'est quelque chose que je travaille depuis quelques années pour être capable d'être, je vais pas dire plus agressif, mais pas avoir peur du rejet ou pas avoir peur de demander. Parce que, tu sais, fait, on a eu beaucoup de conversations, des relations unilatérales, mais on peut pas se le permettre. Ben, parce que moi, je le compare un petit peu, des fois, faut que je fasse attention de ne pas rester trop longtemps dans le friend zone. À, à cause à cause que des fois, tu sais, tu vas rencontrer quelqu'un, puis finalement, ben, ce client-là, il est peut-être juste sur le point qu'il va peut-être changer de conseiller financier ou changer d'agent général. Fait qu'il faut quand même essayer de, à chaque fois, ben, oui, le côté humain est important, mais moi, selon moi, il faut être capable aussi de générer les opportunités. À cause des fois, on, si on le fait pas à temps, ben, des fois, on va peut-être la perdre indéfiniment. Oui, puis là, on a entretenu une relation pour aboutir à rien. Fait que c'est là que, comme on en avait dit, des relations unilatérales avec des partenaires et tout ça, mais c'est important que ce soit des deux côtés. Ben, sérieusement, on peut rien dire de cette pratique-là de plus se concentrer sur le côté humain, développer les relations. Mais il faut amener un petit point si l'objectif, c'est d'aller chercher plus de clientèle, de faire des ventes, ben, il faut être capable de aussi passer de l'autre côté le plus vite possible également. Fait que je pense qu'il faut faire un mix des deux, mais je trouve ça honorable, qu'est-ce que tu fais. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent comme tu penses. Puis c'est le fun de voir des gens qui sont vrais puis qui le font pour les bonnes raisons. Puis d'être tout le temps quelqu'un qui est là pour aider comme t'es. Fait que ça, c'est une belle aptitude que tu as développée. Puis de ton côté, maintenant, c'est quoi qui te stimule? C'est quoi tes prochains objectifs? Qu'est-ce qui me stimule présentement, évidemment, c'est le recrutement. J'ai goûté à ça cette année, puis je veux vraiment continuer de croître le cabinet ou l'équipe. Mon objectif pour 2025, ça va être je veux pas être trop extrême, ce serait de potentiellement aller chercher 50 conseillers total pour la fin 2025. Puis, tu sais, court, moyen terme, ça va juste vraiment tu sais, je suis parti d'un conseiller financier à un dirigeant de cabinet, à un maître de stage, fait que là, c'est vraiment de commencer à enlever les chapeaux, commencer à les déléguer, puis être capable de rentrer dans mon rôle qui est, tu sais, je pense que tu le dis souvent aussi, c'est qu'est-ce que t'aimes pas? Mais qu'est-ce que t'aimes pas, délègue. Tu sais, s'il y a quelque chose, si ta force, c'est de faire les appels, fais les appels. Si la force n'est pas nécessairement faire les appels, puis tu sais que même si tu te bottes dans le cul, tu le feras pas, mais engage peut-être un téléphoniste. Tu sais? Fait que moi, je suis rendu au point que je suis capable de déléguer. Évidemment, au début, on délègue pas, on fait tout, mais là, je suis rendu au point que, tu sais, il faut commencer à enlever les chapeaux puis mettre mon temps où que ça rapporte le plus. Ouais, il faut calculer chacune des tâches. C'est quoi les tâches qui sont les plus payantes pour nous? Ceux qui ne donnent aucun résultat financier, qui prennent beaucoup de temps, mais c'est sûr qu'il faut déléguer en premier. Puis de cette façon-là, ben, d'être dans un type de rencontre le plus possible qui peut être payant. Comme moi, j'ai dans ma business, j'étais quelqu'un que je voulais tout faire par moi-même, puis j'ai appris à être capable de déléguer. Aujourd'hui, ben, toute ma journée, ben, c'est soit mettons, que je fais un ou deux podcasts par semaine, mais le reste du temps, c'est de la prospection ou faire de la formation avec les gens de mon équipe. Fait que je suis que dans des moments qui sont rentables. Formation, oui, je fais des one-on-one avec les conseillers de mon équipe, mais je privilégie beaucoup nos formations chaque matin en live. Fait que je me dis, ben, si je peux avoir un impact de 20, 30, 40 personnes, ben, tant mieux. Puis après ça, bon, toutes nos vidéos sont enregistrées, les gens peuvent les réécouter en différé. Mais vraiment d'être sûr que tout le monde sente qu'on a une présence puis qu'on est là pour aider à garder la motivation. T'en parlais tantôt. Garder la motivation, c'est un défi quand même pour beaucoup de personnes. Oui, 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 parce que comme je te dis, là, tu peux pas te fier à sa motivation, c'est la consistance de dire, bon, mais à chaque jour, j'ai une routine. Puis je pense que c'est un peu ça le défaut d'un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur veut toujours aller chercher la dopamine, il veut toujours aller chercher la roche. Fait qu'il aime pas une routine. Mais les entrepreneurs à succès, ils ont toute une routine. Ils font les mêmes choses. Ils rentrent leur workout dans leur horaire. Ils mangent en même temps. Tu sais, tout est structuré, tout est calculé. Mais c'est dur pour les entrepreneurs parce qu'on veut toujours être
aléatoire, spontané. C'est ça le rush. Fait que, mais c'est ça, c'est la constance parce que c'est ça qui fait qu'à tous les jours, même si t'es pas motivé, mais les résultats vont venir. Puis quand les résultats viennent, mais souvent, on est plus motivé. Puis, c'est quoi les trucs que toi tu utilises pour rester constamment motivé? C'est quoi que tu appliques dans ta vie comme règle? Moi, je suis quelqu'un que j'ai besoin de m'entraîner tous les jours. J'ai absolument besoin de m'entraîner tous les jours pour enlever le stress. C'est une manière de brûler le stress d'une bonne manière. Ça enlève les pensées, puis ça me permet d'avoir une clarté de ma journée. Puis sinon, mais c'est vraiment, tu sais, c'est drôle, qu'est-ce que je veux dire, mais l'entraînement puis la diète, je pense que c'est les choses qui viennent structurer une journée. Parce que tout est autour de quand on se lève jusqu'à temps qu'on se couche, mais on déjeune, on dîne. Fait que, tu sais, ça, c'est une manière de venir structurer avec le sport, avec les activités. Je pense que c'est quelque chose qui nous force à avoir une routine. Ouais, je suis 100% d'accord. Moi aussi, c'est entraînement 7 sur 7. Puis, ces temps-ci, tu sais, moi, je me lève à 6 heures, je m'entraîne. Puis, il fait encore noir quand je me réveille, là. Puis, je m'entraîne pareil, même si des fois, ça me tente pas. J'étais stressé pour le congrès. Puis là, ça faisait comme 7 jours que je dormais vraiment mal. Puis, je m'entraînais quand même chaque jour. Quand je me disais, c'est la base de c'est ma base, en fait, pour être capable de bien aller. Puis après ça, c'est l'alimentation. C'est tout le temps de bien manger. Moi, de mon côté, ben, tu sais, je mange mes repas santé, pas de produits transformés, j'ai aucun sucre chez moi. Vraiment, tu sais, si on a envie de se faire un dessert, ben, on va le faire maison, sans sucre, avec que des aliments naturels, puis ça fait toute la différence. Puis des fois, les gens me demandent quand tu fais pour avoir ce niveau d'énergie-là toute la journée. Ben, c'est l'entraînement, la nourriture, puis c'est notre essence, là. C'est vraiment ça qui aide beaucoup, là. Non, non, c'est. Excuse, je suis totalement d'accord. Puis, ouais, je suis totalement d'accord. Puis encore là, quelqu'un, si tu regardes le monde, qui sont des hauts performeurs, mais le sport, l'alimentation, c'est quelque chose qu'ils ont appliqué de manière quotidienne. Tu sais, ça va un à un. Ouais, parce que le niveau d'énergie, moi, je voulais vraiment avoir une énergie qui était constant. Par exemple, à l'époque, j'étais tout le temps quelqu'un à l'extrême. Je prenais des cafés le matin. Tu sais, des fois, je prenais deux doubles expresso. Paraissait ça, un gourou santé. Tu sais, j'étais comme, on dirait que j'avais besoin de me partir. Puis après ça, j'avais soit des palpitations, fait que je prenais trop de caféine, puis ou des fois, tu sais, des moments que j'étais plus fatigué. Puis depuis environ 6 mois, j'ai arrêté complètement toutes les caféines, thé, puis je me suis rendu compte que j'allais chercher un niveau d'énergie qui était plus stable. Des fois, les gens pensent que ça te donne vraiment tant que ça d'énergie. Mais dans mon cas à moi, ben, je suis rendu que mon énergie est stable toute la journée. Ouais, puis c'est mieux. C'est mieux parce que tu as une consistance. Fait que c'est comme la motivation de tantôt. Tu sais, si t'es fatigué l'après-midi après avoir mangé ton repas, mais tu vas être moins motivé à peut-être faire des tâches administratives. Si tu Fait que. Des fois, c'est juste le niveau que tu manges. Tu sais, des fois, tu prends un gros repas copieux, tu sais, avec le dîner, tu vas dîner, tu prends un gros steak, des patates, des coupes de vin. Après ça, tu n'auras jamais envie d'aller travailler, là, ta journée est finie. Exactement. T'as scrappé la journée avant de la commencer. Ouais, c'est ça, je comprends que ça peut être le fun, mais après ça, tu sais, ça peut perdre beaucoup de temps dans ta journée, pas être efficace. Fait que c'est une série d'actions, tu sais, de dire que moi, je travaille du lundi au vendredi, ben, je vais pas prendre d'alcool les soirs de la semaine, justement, juste pour rester focus, puis avoir un niveau d'énergie qui est important, pas se réveiller le lendemain avec un mal de tête, puis la bouche sec, tu sais, c'est pas le fun, hein? Non, 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 ben non, mais tu vois, moi j'ai fait 6 mois sans alcool il y a pas si longtemps. J'ai fait un régime d'entraînement et tout. Puis j'allais dans les soirées réseautage. Puis je trouvais ça vraiment le fun de pas boire parce que là, je prenais mon Perrier. Le monde, il pensait que, évidemment, c'était de l'alcool. Mais après 2, 3 verres, mais c'est facile à faire parler avec quelqu'un. Fait que là, on parlait, on jasait, mais moi, je prenais des notes. Je prenais des notes. Puis comment t'as trouvé ça? Tu te sentais comment après tout ce temps-là sans alcool? Ah, tu vois à quel point que c'est trop socialement poussé et accepté. Puis au côté énergie, côté concentration, j'ai jamais eu autant de clarté au point que je veux le refaire. Tu sais, là, de dire, bon, mais je suis prêt à sacrifier mon Noël, puis potentiellement un jour de l'air, parce que je veux retrouver cette clarté-là. Mais tu vois à quel point que ça avait des bienfaits.
Ouais, à cause que c'est vrai que c'est socialement, on dirait que on est vraiment dans une communauté que, tu sais, que c'est fait que tu vas voir des amis, tu vas aller dans un événement de réseautage, ok, je vais prendre une petite bière par-ci, par-là, fait que ouais, je comprends qu'est-ce que... Puis dans notre industrie, c'est facile. On se fait inviter à des lunchs par des fournisseurs, on s'en va avec des clients, on a des soirées réseautage. C'est facile, comme tu dis, tu sais, dans la semaine, mais de boire une, deux, trois, quatre fois, mais ça enlève la motivation et la productivité. Fait que, tu sais, c'est encore là, faut avoir un équilibre, faut être capable de s'épanouir puis avoir des moments dans notre vie qu'on aime. Mais, tu sais, quand tu balances le pour et le contre, mais c'est là que tu réalises que ces événements-là, mais si tu enlevais cet aspect-là, tu étais plus productif, mais tu aurais peut-être plus de temps à la maison avec les enfants le soir ou la fin de semaine. Puis de ton côté, est-ce que t'as des trucs en particulier que tu utilises pour être plus productif dans ta journée de travail? Moi, je suis encore vraiment vieux jeu. Je t'avais de m'acheter une cloche. C'est quelque chose que j'ai fait pour ma fille. L'école, on fait ça pour ma fille, puis je trouve ça vraiment, vraiment nice. C'est tout ce qui est dopamine. Fait que quand on écrit une liste des tâches qu'on a besoin de faire, mais ça fait du bien de le barrer. Tes cure-dents ou tes trombones, mais ça fait du bien de le transférer d'un à l'autre. Ça vient chercher une partie de dopamine. Là, je vais aller chercher une cloche. À chaque fois que je fais une activité, je vais sonner à la cloche. Tu sais, c'est des affaires qui sont banales, mais c'est des affaires que finalement, ils viennent nous conscientiser qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a un reward. Puis, c'est toutes les tâches qui prennent moins de 5 minutes ou moins de 15 minutes, mais tu mets pas sur la liste, tu les fais tout de suite. Parce que si tu attends, mais cette tâche-là, il y a un appel qui rentre, il y a un courriel qui rentre, là, ça devient plus difficile. Puis, quelque chose que je travaille, que je ne suis pas encore maîtrisé, mais c'est de fermer les notifications sur mon cellulaire et faire du batch emailing. Je check mes courriels le matin à 9 h, à midi et à 3 h. Comme ça, même s'il y a quelque chose qui rentre, mais ça ne nuit pas à ma productivité. Parce que, encore là, je dis que je travaille là-dessus. Je te montrerai mon ordinateur, je pense que j'aurai une cinquantaine de fenêtres ouvertes en haut. Tu sais, mais il faut éviter ça. Quand on fait une tâche, on est 100% dedans, on le claire, on le barre, puis on embarque sur le prochain. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est d'essayer de vraiment focus dans qu'est-ce qu'on fait. Un des points qui m'a aidé, moi, personnellement, dans mon organisation dernièrement, avant, moi, j'avais ma boîte de courriel, puis je les gardais toutes dans ma boîte de courriel. Je l'avais comme 50 000, puis à la fin de ma journée, je faisais toujours au moins 2, 3 fois par jour, je vérifiais tous mes courriels un par un pour être sûr que j'avais pas manqué des choses. Là, avec ça, mon associé Eric me disait, mais non, il dit, tu peux pas fonctionner comme ça. Fait que là, finalement, on a tout nettoyé la boîte, puis là, j'ai commencé à créer des étiquettes à faire, en attente de suivi. Fait que, tu sais, j'ai certains topics que j'ai mis. Puis là, après ça, ben, tous mes courriels qui servent à rien, je les supprime. Ceux que je veux archiver, je les archive. Ceux que j'ai des tâches à faire immédiatement, je les mets à faire. Ceux que je suis en attente de suivi, je les mets en attente de suivi. Puis ça a tout changé. Ça m'a enlevé un niveau de stress incroyable. De mon côté, là, je sais que ma boîte est tout le temps nettoyée. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Ça me permet de pouvoir passer à autre chose, écrire aucune note. Après ça, quand c'est mon moment de suivi, à chaque 2 jours, ben, je regarde tous mes suivis en attente. Là, ça me permet d'en enlever ceux qui sont faits, relancer le monde qui m'ont pas répondu. Fait que ça a augmenté mon efficacité comme tu n'as même pas imaginé. Puis c'est un truc qui était hyper simple. De ton côté, comment tu gères, toi, tes courriels? Là, je suis en train de. Nouveau courriel, fait que je suis en train de bâtir des étiquettes pour que même quand l'envoi vient, mais ça l'aide. Tu sais, on a des publicités, on a des fournisseurs qui nous envoient des trucs promotionnels. Mais j'ai pas besoin de voir ça dans ma boîte, ça me déconcentre. Fait que là, il y a une étiquette pour ça. Les suivis, comme tu dis, il y en a pour les conseillers financiers. Mais tu sais, c'est une très bonne manière parce que, comme tu dis, quand tu en as trop qui rentrent, il faut que tu fasses le tri, mais c'est là souvent qu'on va venir perdre du temps, puis on va perdre de l'efficacité. OK, fait que t'es déjà dans un... Moi, ça m'a pris plein du temps. Au début, j'étais comme, ah non, j'ai pas besoin de ça. Finalement, quand j'ai fait le changement, j'ai fait, comment que j'ai pu vivre toutes ces années-là sans avoir un système efficace sur mes courriels? Pourtant, moi, je suis toujours été quelqu'un qui était... La différence que j'avais avant, c'est que je me créais beaucoup de listes de tâches. Tu sais, j'avais un Excel avec toutes mes tâches à faire. Puis il y avait beaucoup qui étaient dans mon courriel que je devais tout le temps les réécrire, des tâches en attente à faire. Fait que tu sais, je le faisais autrement, mais là, en le mettant dans mon courriel, c'est beaucoup plus facile, j'ai rien à écrire, puis je peux faire mes suivis directement dessus. Fait que ça a été un bon changement pour moi. Oh oui, puis tu sais, moi, je en parle souvent. Quand on parle de scaler une entreprise, mais souvent, les choses qui vont venir scaler, c'est les opérations puis les systèmes.
Les opérations puis les systèmes, c'est un calcul, une analyse qui est faite de tout pour qu'on perd notre temps, puis comment optimiser notre temps, puis être plus efficace, être plus productif. Puis juste une boîte de courriel, c'est ça. Ouais, c'est notre outil principal. Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle dans ta vie de tous les jours? Oui, oui, je l'utilise beaucoup. Je suis même en train, j'ai fait une conférence hier soir sur l'intelligence artificielle et comment que ça a aidé mon entreprise. Je te dirais, j'utilise ChatGPT au-delà que juste écrire des textes puis des courriels, puis des templates. Quelque chose que j'ai dit à un de mes conseillers dernièrement, c'est il voulait attaquer une certaine niche. Je dis parfait. Je dis va sur ChatGPT puis demande-les de sortir 3 scripts. Là, reprompt-les de te donner toutes les objections possibles avec ces 3 scripts-là. Là, va te chercher des rebuttals à les rebuttals à les objections. Fait en faisant ça, mais là, tu te crées un système où que finalement, tu es capable de venir jouer sur, puis apprendre la psychologie de ton prochain prospect. Puis, sinon, mais là, je suis sur le début, là, potentiellement, je suis en train de regarder soit Chat Insign ou d'autres logiciels comme ça pour venir aider avec tout ce qui est envoi un courriel, c'est une étape, mais toutes les étapes suivantes. Mais à place d'avoir le courriel, prendre le fichier, aller l'archiver dans les lots ou dans les autres, mais que ça soit tout fait de manière automatisée. Firefly aussi. Avant, j'ai une application sur mon téléphone. Les clients que j'appelais, mais tu sais, il y avait des notes qui se prenaient. J'étais capable de les prendre par la suite, puis les transiger. Fait que je suis tout en train d'essayer d'optimiser ça pour être capable de dire, bon, moi, je rentre au bureau, je prends le téléphone, je fais mes appels, mes notes la journée sont faites, mes dossiers sont tous classifiés. Parce qu'on s'entend que c'est. Notre job comme conseiller, c'est lourd administrativement. Puis je pense que c'est ça qui vient souvent nous décourager, puis venir brimer notre motivation. C'est qu'on a tellement de suivi, puis on a tellement de documentation à classifier, à envoyer à ci et ça. Si on est capable d'impliquer un système derrière, soit avec l'intelligence artificielle ou avec les applications et les outils qui sont déjà là, et là, on vient juste de s'enlever 10, 15, 20 heures par semaine de travail. Ouais, mais le conseiller de demain va devoir utiliser l'intelligence artificielle. Justement, notre congrès hier, on en parlait, puis pour moi, ça a totalement du sens. Là. Je l'ai utilisé pour tellement de choses, ChatGPT. On est rendu à cette heure-là, puis c'est la façon qu'on peut être en mesure d'automatiser, de rendre plus efficace notre entreprise. Même pour nous, dans notre entreprise, on a fini par engager une personne à l'interne qui fait que de l'automatisation de processus d'affaires. Juste cette année, on a recruté environ 160 conseillers. Puis là, le monde, comment vous faites ça? Ben, c'est que nous, on investit dans tout créer un système qui permet que notre intégration est 100% toute faite en ligne avec des automatisations. Fait que c'est là que les entreprises d'aujourd'hui, nous, on va avancer Groupe Financier Signature, puis on voit de plus en plus, là, on a engagé, on est rendu avec un département de génération de leads pour les clients fortunés. On crée des départements additionnels qui sont beaucoup sur la technologie. Puis vraiment de créer des outils avec l'intelligence artificielle qui vont pouvoir aider les conseillers en sécurité financière. Donc, notre mission, au début, c'était agent général, mais là, ça devient de plus en plus d'être une fintech technologique pour le secteur de la finance. Oui, puis je pense que le marché est comment je dirais bien, on est 10 ans en retard dans le sens que, tu sais, je comprends au niveau des assureurs puis au niveau de nos partenaires que s'il y avait un formulaire standard, ce serait plus facile de sauter de un à l'autre. Mais des outils comme Layla ou des outils comme, bon, mais tu sais, que ça se parle entre eux autres, mais ça vient enlever une grosse charge pour nous autres, puis on est rendu là. Tu sais, c'est pas normal qu'on va faire 15 suivis puis de documents pour quelque chose d'aussi banal que je vais changer l'adresse d'un de mes clients, puis il y a des produits à 15 différentes places. Je pense que le fintech, comme tu dis, va avancer au fait que il va y avoir un AI ou il va y avoir des systèmes puis des outils qui vont être capables de tout générer ça pour qu'on puisse envoyer un courriel. On dit, bon, mais le client a changé, bang, 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 bang. Tous les assureurs, tous les partenaires sont à jour. Puis on n'a pas besoin de faire de suivi par la suite. Ben, on est dans un domaine qui évolue, puis il faut juste être les gens qui suivent l'évolution. Puis c'est là qu'on va être capable d'aller chercher notre place puis atteindre des résultats qui vont être incroyables. Juste le fait d'utiliser ces outils-là peuvent nous permettre vraiment d'économiser un temps qui est incroyable. Là, même des fois, mettons que j'écris un courriel, j'écris mon idée,
Puis là, je fais juste à ChatGPT, peux-tu écrire un courriel, nanana, pac, il me sort un courriel incroyable. Mais aujourd'hui, tu peux tellement, avec plein d'outils différents, là, tu peux te créer un site Internet en quelques secondes avec l'intelligence artificielle. Tu peux faire des présentations PowerPoint, que tout va se populer automatiquement avec les thèmes que tu veux. On s'en va vraiment vers un univers qui est incroyable. Puis ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle vont augmenter leur efficacité. D'après moi, jusqu'à 40% de différence. C'est incroyable. Là. Ça fait tellement plus de temps pour être capable de se concentrer sur les bonnes choses. Puis des fois, il y a des entreprises, mettons, qui font du marketing ou peu importe, ben, si eux commencent à l'utiliser, ils vont être capables d'avoir des prix encore plus compétitifs. Puis ça ne veut pas dire qu'on fait tout par nous-mêmes, mais comme moi, je travaille avec des firmes qui utilisent l'intelligence artificielle pour... Ils ont quand même leur expertise, puis ils utilisent l'intelligence artificielle pour aller encore plus vite. Ça, c'est le fun. Ouais. Oui, il faut. Mm. Ah, Ben, voilà. merci Philippe pour cette belle séance d'information-là. Toujours un plaisir de te parler. Puis Ben oui, merci. je te souhaite une excellente journée, mon ami. Merci, toi aussi. Bye. Bye bye.